Je pense vraiment qu'il est temps d'arrêter la série. Black Mirror, saison 7. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, restez tranquille, après on va tout spoiler. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est SaidBorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service que j'utilise tous les jours. C'est simple, je vous mettrai dans la description le code épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder, ensuite vous changez. Que ce soit États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, peu importe, vous allez avoir la VSTFR et même la VF dans certains cas. Par exemple, sur Netflix, vous avez déjà les grands films que sont Venom 3, Craven ou encore un vrai bon film comme dit Outrun. Sur Disney+, vous allez déjà avoir Un Parfait Inconnu, Mufasa, Vaiana 2 ou même encore A Real Pain. Et si vous voulez voir des films comme Gladiator 2, connectez-vous à l'application officielle Paramount avec votre compte Paramount ou votre compte Canal, ça fonctionne dans les deux cas. Et vous allez avoir des films aussi comme Sonic 3 ou Better Man. De même pour Max, connectez-vous à l'application officielle Max, peu importe avec quel compte vous vous connectez, pour avoir des films comme Flow, La guerre des héros Irrim, L'amour au présent, Y2K qui n'a toujours pas de date sortie française, ou encore le très bon Queer. Si vous êtes un gros consommateur de YouTube, vous allez aussi avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Je vous conseille d'utiliser un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple et moins cher comme la Roumanie, la Bulgarie, et il y a encore plein de tutos sur comment le faire, ça fonctionne encore aujourd'hui évidemment, et ça permet de aussi accéder à plein d'autres abonnements comme Letterboxd Patron pour moins cher. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés, ceci sans aucun problème, en quelques clics c'est fait, tout le monde peut l'utiliser. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à SaidBorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Vous me connaissez, j'adore Black Mirror et c'est pour ça que mon introduction était un peu difficile à faire parce que en réalité j'ai toujours hâte de voir une nouvelle saison parce que j'adore la série, vraiment c'est une série que j'aime beaucoup, j'ai toujours trouvé qu'elle avait de bonnes idées, qu'elle était originale, même s'il y a eu un vrai changement par rapport au rachat de Netflix, j'ai toujours défendu la série et là c'est vrai qu'elle revient toujours un peu de manière surprenante, on savait qu'une nouvelle saison allait arriver là, mais l'annonce est toujours faite de manière tardive et du coup je l'ai vu, on a cette fois-ci 6 épisodes de à peu près 45 minutes à 1h30 pour le coup, dont 2 suites plus ou moins d'épisodes qu'on avait avant, ce qui est assez unique parce qu'ils font quasiment jamais de suite à des épisodes, mais là, voilà, ils sont retournés dans des univers de certains épisodes, et honnêtement, sur les 2 suites qu'il y a, j'aurais pas choisi celle-ci, mais voilà, ça a été fait comme ça, c'est comme ça, on n'a pas le choix, et c'est toujours Charlie Brooker, donc le showrunner depuis la saison 1 qui s'occupe de la série, et la vraie question que j'ai envie de poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il a plus d'idées? Parce que rappelez-vous, Black Mirror, après la saison 4, c'est une série qu'il voulait plus réellement faire parce qu'il avait plus d'idées, il trouvait que la société était devenue trop Black Mirror-esque et du coup il avait moins de choses dans lesquelles il pouvait puiser. Et là c'est vrai que l'approche est un peu différente je trouve, même s'il y a encore des choses de société, j'ai l'impression qu'on est plus allé dans la psyché du créateur avant tout, ses manies, ses lubies, ses passions, plus que Black Mirror à l'époque, donc on va en parler. Je vais aller vite dans la partie sans spoiler parce que c'est toujours difficile d'en parler, mais pour les points positifs, on va parler un peu de tout ce qui est la mise en scène, le budget, la production. Tu vois qu'ils ont fait un véritable effort, tu vois qu'il y a des épisodes qui coûtent beaucoup plus cher comme le 6e, contrairement au 5e qui a dû coûter que dalle parce que c'est un huis clos par exemple, mais tu vois qu'ils ont mis l'argent dedans, c'est pas une série qu'ils font à l'arrache parce qu'elle est populaire, ils mettent le budget, ils mettent le talent dedans, l'immersion est là en termes d'ambiance, honnêtement chaque épisode a un peu un style différent, ce qui est vraiment cool pour le coup, et ça se traduit aussi dans les visuels, le format d'image n'est pas le même en fonction des épisodes, certains sont filmés en scope, certains un format plus resserré, on va dire, voilà, carré plus qu'autre chose, et les acteurs sont toujours bons, donc ils ont pas fait des choix de merde, disons les choses d'un point de vue technique, artistique, ils sont vraiment allés chercher, je dirais pas forcément le haut du panier, mais ce qui rendait toujours Black Mirror un peu qualitatif de ses points de vue techniques. Et c'est vrai que la majorité des épisodes sont plutôt bien rythmés, plutôt bien faits aussi de ce point de vue-là, tu comprends les messages, les enjeux de quasiment tous les épisodes. Il y en a qui sont un peu trop longs, il y en a 2 qui durent 1h30 et 1h17, qui sont beaucoup trop longs, mais on va en parler après. Mais en tout cas, les personnages sont développés. Voilà, vraiment, de ce point de vue-là, tu plonges dans leur univers facilement, sans problème, et c'est ça qui est toujours assez intéressant, et aussi les thématiques qui sont évoquées.
Mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir déjà vu tout ça. C'est ça mon gros souci avec cette saison, c'est que tout était affreusement prévisible malheureusement. On est peut-être trop habitué à Black Mirror aujourd'hui, il n'y a plus trop de surprises, il n'y a rien qui m'a vraiment marqué, sans même deviner les épisodes, hein. Il n'y a plus rien qui te choque réellement, je trouve. Est-ce que c'est la faute de la société qui est devenue vraiment trop néfaste? Est-ce qu'on est devenu trop pessimiste? Je n'en sais rien, mais d'un point de vue juste de la série, de l'art en question, je trouve que la surprise qu'on avait à l'époque, je trouve que les épisodes sont beaucoup moins inspirés et du coup, on a moins de surprises, forcément. Et ça, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup moins d'épisodes qui sont poignants et qui parlent de choses marquantes dont je vais me rappeler. Et vraiment, quand tu as 2 sur 6 épisodes qui ont un rythme affreux, qui ont la durée de film sans raison alors que c'est les pires épisodes, tu te demandes vraiment ce que ils foutent là, au fait, tout simplement. Et c'est ça qui est un peu problématique, c'est qu'on va se rappeler de un épisode, aller 2 maximum sur les 6, alors que chaque saison, pour ce nombre d'épisodes-là, il y avait toujours des concepts, des idées mémorables. J'ai regardé vraiment les épisodes de chaque saison. Rappelez-vous, j'avais fait un classement l'année dernière de tous les épisodes. Du coup, je connais bien la série, mais cette saison-là, je pense que c'est celle qui va moins me marquer, sauf peut-être un épisode, mais je vais en parler en spoiler. Mais là où je pense que c'est intéressant, c'est que du coup, les thématiques sont plus liées, je trouve, au créateur, à Charlie Brooker, ce qu'il aime. J'en parlerai encore une fois surtout en spoiler, mais ça va parler des choses classiques de ses créations, mais en même temps des choses qu'on a l'habitude de voir dans Black Mirror. Donc voilà, ce capitalisme néfaste, les entreprises qui profitent des faiblesses des gens, de leur statut, leur envie d'être meilleur, qui jouent vraiment avec leurs émotions pour en profiter le plus possible. Et ça, c'est dans un épisode majoritairement, mais pas que. Mais il y a tout un apport à l'addiction aux jeux vidéo qui est assez intéressant parce que cet apport à l'addiction aux jeux vidéo, eh bien, il est lié à la création de l'art de manière générale et à une sorte de complexe divin. Donc on a l'impression que ce Charlie Brooker là dans cette saison, il se dit ok, je crée des mondes uniques entre guillemets, je suis un dieu de mes propres créations. Comment est-ce que je peux refléter ça dans mon art et comment est-ce que mes créations peuvent se rebeller contre moi? Donc j'ai vraiment l'impression que là, Charlie Brooker, il était en mode bac à sable, il s'est dit ok, j'ai envie d'analyser, d'approfondir ces thématiques, de créer d'un point de vue de showrunner par exemple, mais aussi de jeux vidéo, de films, de choses comme ça. Et comment est-ce que moi, je peux créer des gens et du coup, en ressusciter quelques-uns aussi. Comment je peux explorer les regrets, comment est-ce que je peux analyser ces gens-là. Et je trouve que c'est intéressant. Ça s'écarte un peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans Black Mirror un petit peu. Mais c'est pour ça que je pense que cette saison-là est plus personnelle que les autres. Et pour conclure, j'ai envie de vous dire que cette saison est peut-être la moins fascinante, la moins intéressante en tant que société, en tant que thématique vraiment profonde nous concernant nous. Et c'est une saison qui se concentre plus sur le showrunner, sur ce qu'il a créé, sur ses passions, sur ce qui l'anime lui de manière générale. Malheureusement, je trouve que ça se traduit mal dans certains épisodes. Je pense que la moitié des épisodes sont pas très bons. Je pense que dans les 6, il y en a un qui est vraiment bien, dont on va se rappeler. Les autres, on va un peu les oublier. Et c'est un peu le problème que j'ai, c'est que c'est sympa. C'est clairement la moins bonne saison d'après moi, d'un point de vue, on va dire, ratio d'épisodes. Mais au moins, il y a une sorte de ligne narrative qui est peut-être plus présente que précédemment. Là, il a vraiment choisi une thématique où tu as l'impression que les 6 épisodes se répondent de manière assez, pas forcément intelligente, mais cohérente tout le long. Du coup, j'ai plus eu l'impression de voir une seule grande œuvre, contrairement aux précédentes saisons qui avaient des liens forcément toujours, mais qui étaient plus resserrés en tant que thématique et idée. Là, il est vraiment allé dans un concept plus personnel. Ça va plaire à certaines personnes, hein, pour le coup. Moi, un peu moins. J'ai trouvé ça moins intéressant, moins fascinant artistiquement, et je trouve qu'il a plus trop d'idées, parce que s'il doit aller chercher dans ses propres, encore une fois, lubies de son point de vue à lui, et il parle moins de la société entre guillemets, hein, vraiment entre guillemets, je trouve qu'il est moins inspiré et il faut réfléchir. Est-ce qu'on change peut-être de showrunner? Est-ce qu'on dit à Charlie Brooker, ok, t'as fait ton bébé, est-ce qu'on laisse pas quelqu'un avec une nouvelle voix, une nouvelle identité parler de Black Mirror et reparler à la société, ou est-ce qu'on lui donne une dernière saison pour dire voilà, inspire-toi de ce qu'on a dans la vraie vie, de ce qui nous chagrine, de ce qui nous intéresse, parce qu'il a toujours fait ça dans toutes les saisons, mais là c'est celle pour moi qui est la plus faible et la moins fascinante, et je pense que je vais pas me rappeler de celle-ci. J'ai pas détesté, j'ai aimé le visionnage de la majorité des épisodes, mais c'est vrai qu'il y en a aussi, pour la première fois que j'ai regardé, je me suis dit c'est pas possible, j'ai plus jamais envie de les revoir de ma vie, alors que Black Mirror a rarement de mauvais épisodes, et je pense que là il y en a quand même quelques-uns. Donc je vais en parler en spoiler, c'est une recommandation assez tiède. C'est difficile, si vous aimez Black Mirror, vous allez sûrement regarder, mais je trouve que c'est la saison la moins oubliable. Bref, maintenant, on va passer en spoiler.
Je me demande vraiment si c'était une bonne idée de commencer cette saison avec de loin le meilleur épisode de la saison. Et c'est un épisode que j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'au début, ça commence à parler de pollinisation des plantes et tu dis ok, il y aura un lien entre les plantes, la maternité, les humains et ça va être ça l'épisode. C'est comment est-ce qu'on arrive à avoir des enfants en réalité. Et c'est pas exactement ça. Ça parle de ce couple, leur anniversaire, la manière dont ils sont heureux ensemble et il y a plein de références sympathiques par rapport à leur mariage, leurs relations intimes, leur vie professionnelle et aussi évidemment le Junipero qui est donc issu du meilleur épisode de Black Mirror d'après moi, San Junipero. Mais tout change évidemment qu'il y a cet accident, la puce dans le cerveau et c'est là que moi j'étais un peu déçu parce que les 10 premières minutes, la saison, enfin cet épisode là en tout cas, installe tous les fusils de Chekhov qui seront par la suite. Donc en 10 minutes, t'as tout compris. T'as compris tout l'épisode, c'est ultra prévisible, tout est tellement tissu d'une manière à te dire ok, je sais dans quelle direction ça va aller, il y aura j'espère des surprises et il y en a jamais malheureusement. C'est pour moi le gros défaut de l'épisode là, c'est que j'ai vu cet épisode, je me suis dit ok, je sais où ça va, je sais de quoi ça va parler et c'est pas une critique négative en soi de savoir, mais j'attends de Black Mirror aussi de me surprendre un petit peu. Là tout était vraiment tissu de fil blanc et ça m'a pas intéressé plus que ça par rapport à l'effet de surprise, mais c'est qu'il y a des choses intéressantes parce que voilà, ce truc de la puce, en réalité, il a plusieurs concepts en soi. Il a le concept de la puce en soi, qui sera mise dans quelques années et qui est déjà mise dans le cerveau de plusieurs personnes. On l'a vu avec le délire de, je sais plus comment il s'appelle, Neuralink, je crois, qui est mis dedans. Donc il y a ce concept premier degré où, ok, on va aider des gens avec des puces pour leur capacité motrice et tout, les ramener, entre guillemets, un peu à la vie. Et en même temps, il y a tout le délire commercial. C'est une entreprise privée derrière. Du coup, faut payer un abonnement qui est cher pour ces gens-là d'une classe ouvrière on va dire et en même temps il faut payer l'abonnement, si tu peux pas payer l'abonnement t'as les publicités. Il y a tout ce système très capitaliste qui est vraiment beaucoup mis en avant et qui profite de la misère humaine avant tout. Je veux dire, l'une des choses les plus déstabilisantes, c'est le côté pub. Genre, c'est un robot maintenant, c'est un robot publicitaire. Et le truc qui est intéressant par rapport au fait que c'est les pubs, ça c'est un truc un peu classique de concept de science-fiction, mais c'est le consentement. Elle n'est pas au courant qu'elle dit des pubs et sa mémoire est effacée lorsqu'elle dit ces pubs-là. Donc il y a ce concept de consentement par rapport aux pubs qu'on subit nous dans la vraie vie. C'est ironique, je le sais, pour la vidéo que je suis en train de vous faire aujourd'hui, mais c'est ça que je trouvais intéressant, c'est comment les gens sont obligés à subir ces pubs, à les faire aussi, un speech, on va dire, à d'autres gens, sans forcément se rendre compte, sans forcément le savoir, et je trouve ça assez fort, et surtout l'idée même de la sécurité sociale, disons les choses, je veux dire, ils n'ont pas d'argent, c'est une entreprise privée qui n'est pas assurée, ils n'ont pas de mutuelle pour ça, ils payent, et je pense que c'est le meilleur épisode possible pour faire une propagande d'avoir la sécurité sociale et les soins pour tous. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, vous me connaissez, je pense que tout le monde devrait avoir des soins, peu importe son état de santé, peu importe qu'ils sont, leurs erreurs, bref. Un truc un peu basique, soins et logement. Je vais pas rentrer dans ce débat sur le logement, mais voilà, je trouve que c'est la meilleure propagande possible pour vous dire, ouais, il faut un système en place qui vraiment sauve les gens quand ils sont en mauvaise santé, parce que sinon, il y a des entreprises qui vont profiter de leur misère, qui vont les tuer. Et que ce soit une puce ou pas dans la tête, aujourd'hui, que ce soit au Royaume-Uni où la situation s'aggrave, je dis au Royaume-Uni parce que voilà, c'est une série britannique à la base, et aux États-Unis où littéralement tu as des PDG d'entreprises qui se font tuer dans la rue parce qu'ils donnent pas assez de soins. Il y a un vrai débat sur la sécurité sociale qui est de plus en plus important parce qu'il y en a de moins en moins dans beaucoup de pays. Donc, ça existe aujourd'hui. Il n'y a pas peut-être de puce dans la tête des gens, mais il y a des mutuelles, il y a des sécus, il y a de moins en moins de sécus pour les gens. Donc, les gens pètent un câble et c'est normal. Et cette dépendance à une entreprise privée où la loyauté ne compte pas, le réseau, littéralement Internet, entre guillemets, on va dire, qui n'est pas disponible partout, les abonnements, les tarifs qui changent, le premium plus, le standard qui change, qui devient une sorte de standard moins, en même temps, l'addiction à la drogue, où ces entreprises-là te donnent littéralement une drogue pour que tu reviennes les voir, forcément, ça va énerver beaucoup de personnes, et à juste titre, parce que c'est la réalité aussi aujourd'hui. C'est pour ça que cet épisode, je pense, va résonner avec beaucoup de personnes et est très universel. Et en même temps, moi, il y a un apport que j'aime bien par rapport à cet épisode-là, c'est l'apport qu'a Charlie Brooker à l'art de manière générale. Il a souvent critiqué Netflix, il a souvent critiqué la plateforme de streaming, il a souvent critiqué la commercialisation de ces séries-là, de ces œuvres de manière générale, et on le voit, je veux dire, les offres premium sur les plateformes de streaming, on le voit par rapport à l'art qui est de moins en moins respecté, qui est mis derrière des tarifs exorbitants, et les gens normaux, entre guillemets, de classe ouvrière, n'ont plus accès à l'art aussi, et ça parle aussi de ça.
Vous allez voir, hein, c'est une thématique qui revient dans vraiment tous les épisodes, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Et en même temps, ces gens-là, ils font des choses horribles par amour et parce qu'ils sont désespérés. Et ces entreprises-là, que ce soit cette entreprise-là de gig économie et en même temps l'entreprise de la puce, profitent du désespoir des gens constamment pour s'enrichir parce qu'ils n'ont pas le choix, ces gens-là. Ils doivent aller via cette entreprise pour sauver. Et en même temps, ils font des métiers qui ne sont pas bien rémunérés, où ils peuvent facilement se faire virer. Ils n'ont pas les moyens, ils souffrent et le désespoir est encore une fois amplifié. Je veux dire, le mec se mutile en plein live pour de l'argent. Et cette gig economy, vous savez, cette culture du side hustle, dont entre guillemets j'ai aussi été victime parce que j'avais souvent 2 métiers, 2 activités dans ma vie, c'est pas bien, disons les choses. Normalement, une personne devrait avoir un métier et ça devrait être suffisant pour au moins se loger, se soigner. Tu vois, c'est le minimum syndical. Et là, ça l'est pas. Le mec doit littéralement s'humilier en ligne pour payer des factures de santé. On en est là. Voilà. Et c'est ça que je savais pas trop dans quelle direction allait aller l'épisode au début, parce que je me suis dit, ok, peut-être ils vont faire une approche où le mec va péter un câble, il va se venger contre le système, comme on a vu récemment dans la vraie vie, et il va tuer quelqu'un. Mais non, ce qui est la réalité, c'est qu'en fait, c'est une victime du système et il peut rien faire du tout. Et c'est ça qui est dur, c'est que ce deuil-là de ce couple, d'un point de vue intime, amoureux, de tout ce que vous voulez, je trouve qu'ils n'ont pas accepté leur deuil et c'est ça qui est fort. Le mec aurait dû dire, ok, ma femme est décédée, je dois avancer. Mais il s'accroche parce qu'il veut pas être endeuillé, il s'accroche et en même temps ça détruit leur couple. Paradoxalement, ça détruit leur vie et à la fin, ils sont plus brisés qu'autre chose. Donc, la question est intéressante parce que tu dis, ton spectateur, est-ce que vous le feriez tout simplement? Est-ce que moi j'oserais peut-être ressusciter entre guillemets mon âme sœur pour vivre encore avec elle pendant un moment, même si ça me ruine ma vie, ça détruit mes finances, ça détruit ma vie de travail, ça détruit tout. Est-ce que je le ferais? C'est une bonne question et c'est ça en fait la critique du capitalisme et de ces choses-là, c'est dans quelle direction et à quel point est-ce qu'on oserait aller, je dirais, pour quelqu'un qu'on aime et à quel point on se fait écraser par le système alors qu'on devrait peut-être pas. Donc, je trouve que c'est une critique qui est d'actualité, qui est intéressante, qui est touchante, qui est tragique. On le voit à la fin avec le fameux berceau en feu, je veux dire l'espoir qu'ils avaient eux d'avoir un enfant est littéralement brûlé, pas devant eux, mais c'est le symbole. Ok, ces jeunes-là, ils font pas d'enfants, ils vont juste brûler tes rêves, ton espoir, la vie que tu aurais pu avoir après que le mec, juste avant je crois dans cette scène-là, qu'il ait tué sa compagne qui voulait lui-même sauver, d'où l'ironie du truc. Mais encore une fois, un peu trop prévisible, le fait de tuer sa compagne, en même temps il y a une pub qui passe, un peu trop attendu et... Ouais, pour moi, il y avait 2 directions. Où ils allaient être victimes du système constamment, où le mec allait péter un câble, il allait tuer quelqu'un, mais un peu trop prévisible. Et même si le conte est touchant, et tragique, et beau, je trouve que c'est un épisode classique de Black Mirror qui m'aurait impressionné en saison 2 peut-être, ou 3. Là, il est bien, c'est de loin le meilleur de la saison, mais... un peu simple, voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. D'actualité universelle, et il mérite d'être apprécié et vu et recommandé, parce qu'il voilà, il a vraiment cette ambition tragique qui est dure et réaliste, malheureusement, même si c'est une puce dans la tête, ça reste très réaliste. Mais je suis plus impressionné aujourd'hui par ce genre d'épisode. Genre Black Mirror m'a habitué à ce genre de choses, et j'aurais aimé que tous les épisodes soient de cette qualité-là, au moins, ou presque. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Je suis pas là à vous dire que je déteste les épisodes, hein. Il y en a plein que j'aime bien. Le deuxième est très sympa aussi, on est dans une sorte de start-up un peu vegan, donc tu sais, des gens un peu progressistes, sympas, des gens normaux de la vie de tous les jours qui font leur taf. Mais il y a cette obsession qui se crée par rapport à cette nouvelle collègue qui arrive, et il y a une sorte de truc bizarre par rapport à son aura et son charisme naturel et comment elle arrive à convaincre tout le monde. Et j'aime bien l'idée des titres vraiment dramatiques parce que tu dis ok, mardi c'est mis comme ça, en gros ça montre 2 choses. Déjà l'oppression de la semaine, à quel point la semaine va vraiment mettre cette femme en PLS, et en même temps la rapidité des événements. Donc tu sais pas dans quelle direction ça va aller, tu sais que ce sera une sorte de thriller angoissant, mais tu sais pas est-ce que ça va être vraiment horrifique, parano, et c'est ça, c'est un épisode sur la méfiance, sur le doute, sur la paranoïa, sur la jalousie, comme si cette personne-là était en train de consommer un peu une sorte de drogue. Voilà, c'est un peu des symptômes de drogue ou de névrose, et tu te demandes d'où vient ce blocage par rapport à cette collègue, et c'est un bon mystère, je trouve, parce qu'elle commence à faire des erreurs professionnelles, tu vois qu'il y a des remises en question qui sont pas acceptées par rapport à elle, il y a des doutes, et il y a une sorte de perte de capacité cognitive par rapport à cette femme, et tu sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est juste santé mentale, il y a un truc qui va pas, bon tu sais que c'est Black Mirror, du coup il y aura un truc un peu technologique, mais c'est intéressant que la folie prenne un peu le dessus sur elle, parce qu'il y a un truc par rapport au burn-out qui est intéressant, il y a un truc par rapport à elle qui comprend pas, et en même temps tu sens qu'il y a un truc
inné en elle presque, et tu sais pas d'où viennent peut-être ce remords. Donc c'est vrai que c'est voilà, cette satire du monde de l'entreprise, du monde corporate, où peut-être d'un coup elle a vécu un échec professionnel, parce qu'en théorie au début sa nouvelle nourriture c'est un échec avant que cette femme arrive à convaincre, et à la maison ça se passe pas très bien non plus. Du coup tu vois que c'est un personnage qui a un peu de mal dans sa vie actuellement, mais est-ce que c'est ça qui l'a fait craquer? On apprend du coup dans l'épisode que c'est pas vraiment ça, c'est qu'en fait il y avait un truc en elle par rapport à des remords qu'elle avait, et ça la rend agressive parce qu'en fait elle se sent coupable par rapport à quelque chose qu'elle a fait, mais en même temps on s'en rappelle pas trop, il y a une sorte de réponse traumatique par rapport à ça qui fait qu'elle a un peu enfoui ça au fond d'elle. Et justement l'idée de cette machine est intéressante parce que en réalité la machine ne devrait pas être utilisée pour la vengeance, c'est une machine qui permet de créer des univers, c'est une machine qui permet de créer une narration. Encore une fois vous l'avez vu, la thématique de la création va beaucoup être dans cette saison là, où justement cette femme là va créer une sorte de storytelling pour cette autre femme, mais pour se venger, pour lui faire du mal. Donc c'est évidemment la critique par rapport à la technologie, par rapport à quel point si on crée des choses, ces créations peuvent être dangereuses, hein. Et je pense que c'est Charlie Brooker qui réfléchit par rapport à ça aussi, il se dit ok, j'ai créé Black Mirror, et il voit un peu du Black Mirror dans la société. Peut-être il y a une sorte de culpabilité par rapport à ça, alors qu'en vrai, il n'y a aucun lien, mais il y a un truc un peu révolutionnaire par rapport à ça qui est intéressant de la technologie et comment elle est utilisée pour de mauvaises choses, chose qui a toujours été intéressante dans l'univers de Black Mirror. Et j'aime bien ces fausses émotions qui sont du coup problématiques, parce que c'est un peu ça aussi la thématique, c'est que cette femme-là va vivre des choses qui sont fausses, mais elle comprend pas pourquoi elle les vit, et ça lui fait ressentir des choses vraiment négatives. Donc j'ai bien aimé le twist, entre guillemets, science-fiction sur les névroses, sur tout ce que cette femme a vécu, sur la culpabilité, les remords, qui est un truc qui va revenir aussi par la suite dans cette saison. Donc c'est un bon twist, sympathique entre guillemets, ils ont fait le lien entre la technologie, la santé mentale. C'est un bon épisode, sympathique, qui m'a pas impressionné, mais qui était efficace et qui était plus ou moins court, c'était 45 minutes, donc ça c'est parfait. Il aurait mérité peut-être celui-ci d'être un peu plus long, c'est-à-dire qu'on aurait peut-être dû un peu plus plonger dans comment cette femme va vivre son burn-out, va vivre toutes ses névroses de manière peut-être un peu plus dramatique. Là ça va un peu vite, mais bon, ça reste un épisode sympathique. Et c'est là qu'on se retrouve au premier épisode de plus d'une heure, avec 1h17, c'est l'épisode sur l'ancien Hollywood, et évidemment son esthétique, avec une excellente Emma Corrin, qui joue beaucoup de rôles comme ça, j'ai l'impression, mais tant mieux, elle est géniale dedans. Alors je dis pas qu'elle perce l'écran dans cet épisode-là, mais elle est vraiment bien, et j'aime bien l'idée derrière la création encore une fois, parce que là on va parler encore une fois de l'industrie hollywoodienne, donc là ils vont refaire un film d'époque avec les technologies actuelles. Donc ils vont faire un recasting, ils font un remake, et c'est intéressant un peu au début parce que voilà, si tu remplaces un acteur blanc par une femme noire, les gens gueuleront. On connaît, on sait maintenant, hein, n'est-ce pas? Il y aurait plein de vidéos YouTube sur des gens qui gueulent et des choses comme ça. Donc c'est intéressant la manière dont ils vont parler un peu de l'industrie hollywoodienne par rapport au film, le fait d'être un acteur, comment t'es payé en tant qu'acteur, scénariste, l'idée même de faire un remake. Donc j'aime bien l'approche à la création et du coup à l'industrie qu'il y a souvent eu dans Black Mirror, surtout ces dernières années. J'ai l'impression que depuis que Charlie Brooker a passé chez Netflix, il remarque un peu ces rouages qui étaient peut-être un peu moins problématiques à l'époque, mais là il le remarque et j'aime bien tout ça, c'est sympa, un peu facile mais sympa. D'ailleurs, anecdote, il y a Balatro dans l'épisode parce que Charlie Brooker est accro à Balatro. Il aime beaucoup les jeux vidéo, on va en parler aussi après, mais il est complètement accro à Balatro, c'est pour ça que Balatro est dans le jeu. C'est pas un partenariat, c'est pas une pub, c'est juste le mec est addict à Balatro, il a dit plusieurs fois en interview. Mais en tout cas, le processus créatif de faire un film de A à Z en IA est un peu anti-art de manière générale. Mais ce que j'ai bien aimé dans cet épisode-là, c'est qu'ils prennent un truc qui est d'actualité, donc l'IA qui crée des films, des séries et tout, et en même temps, ils s'intéressent donc à cette chose qui est pas naturelle parce que c'est des algorithmes et ils font une œuvre d'art avec des IA. Et en même temps, ce qui est cool, c'est que ça montre le processus créatif de faire un film au final. Donc il y a un beau parallèle entre un truc qui est pas bien, donc faire des films par IA, et en même temps, bah, ils montrent des trucs de réalisateur, entre guillemets. C'est-à-dire que, bah, voilà, il y a toute une planification qui est faite. Si ça se passe mal, bah, il faut gérer cette planification, comment on s'adapte, comment on change de plan. Il y a toutes ces choses-là, comment on gère les surprises, comment ils vont faire. Du coup, ils font un film, certes derrière un PC, mais ils ont quand même un peu cette approche réalisation, scénario, tu sais, ils s'adaptent en temps réel, comme des gens feraient dans la vraie vie sur un studio. Donc, c'est ce parallèle et ce paradoxe presque anti-art de l'IA et artistique derrière que je trouve assez fascinant parce qu'il a quand même réussi à trouver une sorte de fascination pour la technique et l'art, même si les outils sont algorithmiques et du coup imprévisibles. Et ça qui est intéressant, c'est que pourquoi est-ce que ces outils-là sont imprévisibles? Parce qu'ils parlent de production, tu sais, ils créent justement une œuvre d'art ici, mais comment ça se fait que
c'est mauvais, de une, comment ça se fait qu'ils arrivent à rater certaines choses alors que tout est fait dans la machine. Et c'est là que cet épisode-là est un peu intéressant, c'est que pourquoi est-ce que la création prend vie? Encore une fois, je pense que Charlie Brooker, il se dit, ok, j'ai créé des mondes et ces mondes prennent vie. Et qu'est-ce qui se passerait si ces mondes-là, ces créations-là se rebelleraient contre moi? C'est un peu ça qui se passe. Le libre arbitre des IA prend un peu vie. Du coup, on ne sait plus vraiment si c'est des algorithmes, des machines, des vrais êtres humains, ils sont vraiment humanisés. En même temps, il y a un amour qui est développé. Et je trouve que cet amour, il est pas mal parce que c'est à la fois un amour qui est né d'une vraie relation, qui a l'air honnête dans l'œuvre, à la fois un fantasme de cette femme qui a étudié l'œuvre, qui a étudié l'actrice, du coup, pas le personnage, mais l'actrice de l'œuvre, et en même temps cette fascination et l'échappatoire en soi, parce qu'on se dit souvent, ah, j'aimerais bien vivre dans un film, je sais pas, ça peut être n'importe lequel, mais on a envie de s'échapper. Du coup, tu te poses des questions, est-ce que c'est un amour éphémère? Est-ce qu'il est vrai? Le problème de tout ça, pour moi, c'est trop long. C'est beaucoup trop long. J'aime bien la thématique de ça, de la création qui se rebelle un peu, de l'amour impossible, entre guillemets. C'est trop long. Je pense qu'il voulait faire à la fois une critique de l'industrie hollywoodienne, aussi un hommage à l'ancien Hollywood et aussi une histoire d'amour. Je trouve que c'est trop long, ça va un peu dans tous les sens. C'est intéressant la thématique existentielle sur l'éternité. Est-ce qu'un acteur vit éternellement, même via une machine? Parce que, en vrai, l'actrice ici, elle vit. Du coup, elle se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment elle, le personnage, ou elle, l'actrice? Il y a des trucs intéressants par rapport à ça, mais c'est trop long. Et du coup, l'histoire même de l'œuvre en soi, beaucoup moins fascinante. Et c'est un épisode que j'aime bien en soi, mais je vais pas m'en rappeler, il est trop long. Pourtant, les idées étaient cool, les thématiques étaient intéressantes, mais elles marchent bien dans l'arc global de la saison plutôt que individuellement, je trouve. Et si on retourne dans les obsessions de Charlie Brooker, il faut parler de l'épisode 4, qui est donc aussi un épisode qui parle de création. J'adore Peter Capaldi en mode fou, parano, et c'est un peu le deuxième épisode avec une ambiance thriller, criminel, et c'est assez sympathique de ce point de vue-là. Donc, ils prennent un peu cette vision du jeu vidéo de l'époque. Le jeu vidéo de l'époque, c'est un art un peu nouveau, entre guillemets, si on vous considère ça comme de l'art ou pas, et il y a le côté un peu divin, comme ils le disent, de la création, du contrôle et de la destruction. Quand tu joues à un vidéo, t'es un peu Dieu, entre guillemets. Et c'est intéressant parce que là, il joue à Doom, et il y a littéralement un nouveau jeu Doom qui sort dans 1 mois. Bref, et là, du coup, c'est une suite, c'est dans le même univers que le film Bandersnatch, rappelez-vous du film interactif Black Mirror, et Bandersnatch, il était intéressant parce que peu importe les choix que tu faisais, le résultat était le même. Du coup, c'est un film interactif sur le manque de contrôle. Et cet épisode-là parle du contrôle. Et ils ont pris le point de vue d'un mec, j'adore cet acteur d'ailleurs encore une fois, mais d'un mec qui est asocial et qui devient un peu un parent. Il devient un parent parce qu'il a vraiment une vraie affinité pour ses enfants numériques, et en même temps, il devient un peu leur dieu. Et ça, il y a plein de jeux comme ça, avec cette vision-là, ce POV-là, que ce soit à l'époque, ou même maintenant moins, mais où t'es genre littéralement le dieu d'une île ou d'un truc comme ça, et tu les vois faire leur vie. Et le bon mélange, je trouve, ici, qui est intéressant, c'est l'addiction de une aux jeux vidéo, qui est réelle, l'addiction à la drogue, parce que lorsqu'il se drogue, il a l'impression de communiquer enfin avec la machine, du coup, il est accro à ce complexe divin. Il est accro au fait de comprendre ses créatures, de comprendre ses enfants, et il est complètement obsédé par ça. L'acteur, très bon, il a fait un très bon travail, et j'aime bien cette idée d'homme isolé, qui a quand même un travail, qui doit y aller, et ces tripes au LSD qui sont assez intéressants visuellement, qui donnent de manière assez réaliste, je trouve, et qui sont vraiment bien faits, et qui te plongent encore une fois dans sa psyché, dans sa tête, et moi, ce qui m'a quand même fait un peu rire, c'est l'évolution par rapport à lui et par rapport à sa machine. Lui vieillit et se décompose, entre guillemets. Sa machine grandit de plus en plus, sauf l'écran qui reste le même. Mais moi, le souci avec cet épisode-là, c'est qu'il est sympa, il est court, donc ça c'est cool, il est efficace, mais tu comprends. Tu comprends très vite, tu sais que c'est Black Mirror, du coup tu sais que c'est pas un vrai psychopathe, entre guillemets, tu sais qu'il a raison et que de quoi il parle existe réellement. C'est un épisode sympathique et court, efficace, je vais pas m'en rappeler, prévisible, mais voilà, sympa. Et c'est ça mon souci avec Black Mirror cette saison, c'est qu'il y a plein d'épisodes avec des concepts cool comme celui-ci, qui sont juste sympas, mais ça va encore une fois dans les thématiques de la création, du complexe divin, comme j'ai cité tout à l'heure. C'est là qu'on arrive à l'épisode le plus mélancolique, je trouve, de cette saison, l'épisode avec Paul Giamatti. Encore une fois, j'adore Paul Giamatti, qui a un mélange de deuil, de regret, de ce qui s'est passé dans sa vie dans le passé. Et il y a un truc qui est assez puissant, je trouve, c'est le fait de rentrer dans des photos. On aimerait tous rentrer dans des photos, revivre des moments qu'on a vécu, photographier ou pas. Du coup, il y a un truc puissant où il peut retourner dans ses souvenirs, sa mémoire, mais en même temps, il peut pas interagir avec. Il y a une vraie frustration où il peut ressusciter littéralement des gens du passé qui sont décédés.
et se rappeler de ce passé-là, mais il peut pas le changer, il peut pas interagir, et c'est une belle frustration que j'aime bien. Encore une fois, il est pas maître de sa propre création, que ce soit la photo qu'il a prise lui ou le moment qu'il a vécu, il n'est plus maître de ce qu'il a vécu et créé, et ça c'est assez dramatique et dur de replonger de manière introspective dans ses erreurs du passé, sa tromperie, sa colère contre lui-même, contre sa copine à l'époque. Et ça qui est intéressant, c'est comment la technologie permet d'être introspective par rapport à nous et comment on aimerait réparer ces fameuses erreurs. Parce qu'en fait, il a gâché son amour, et ça lui a fait du mal. Et cette exploration de lui-même, son amour, de comprendre pourquoi, ça l'a rendu seul, ça l'a rendu triste. Et c'est ça qui fait dans cet épisode-là, c'est qu'il reconnecte avec son passé et il essaie un peu de se pardonner de ce qu'il a fait. Il essaie d'oublier ses traumas. Et justement, je trouve que la reconnexion avec la fille est une assez belle chose parce qu'on dirait sa mère, il voit sa fille, sa copine du coup, pour lui, et c'est mignon et touchant, et c'est un épisode qui est bien, voilà, un peu de mélancolie, tu vois que c'est un truc à petit budget en huis clos, sympathique, mignon, voilà, c'est un mec qui a entre guillemets raté sa vie, qui se sent seul à cause d'erreurs du passé, qui peut pas changer. C'était bien, honnêtement, pas le plus grand épisode, mais un petit épisode sympathique et bien. C'est là qu'on arrive à l'épisode 6, du coup le dernier, et je suis désolé, mais moi, j'ai jamais vraiment aimé l'épisode USS Callister. Il est sympathique en soi, ok, mais d'où une suite? Peut-être parce que Charlie Brooker est fan de Star Trek et s'est dit, ok, j'ai envie de revisiter cet univers-là. Je comprends, honnêtement, c'est son kiff, son délire, mais 1h30, 1h30, c'est trop long. Pour moi, honnêtement, je suis désolé de le dire, mais trop long. J'aime toujours Christine Milioti, toujours un bon travail, tous les acteurs. L'ambiance Star Trek, mélange de jeux vidéo, d'univers là, de vraie vie, d'entreprise sympathique. Encore une fois, tu vois qu'ils ont le budget, ils ont bossé les décors, l'univers et tout. Ça passe, ça fait à la fois jeu vidéo et un peu réaliste. C'est cool. Et encore une fois, ils parlent de choses qui sont liées aux jeux vidéo, la monétisation des joueurs, comment est-ce que tu respectes les joueurs, comment est-ce que tu respectes les gens qui sont dans ta création à toi. Et c'est ça, encore une fois, le sujet. C'est comment tu gères les gens qui ont créé. Encore une fois, je pense que Charlie Brooker, il est en train de se dire, ok, les spectateurs qui ont vu mes œuvres, comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à ce que j'ai créé. Et peut-être il se voit un peu comme ce mec-là, où parfois il réagit de manière négative. Donc j'aime bien le parallèle entre les jeux vidéo, l'entreprise, l'ambition démesurée de ce mec-là, la perte d'humanité réelle de cet homme-là qui fait cette entreprise et tout, par rapport aux clones qui ont souffert et des choses comme ça. J'aime bien revoir Jesse Plemons dans ce flashback où il explique un peu, il y a un truc un peu genre Steve Jobs et Wozniak, vous savez, un peu chez Apple. J'ai l'impression dans leur relation qui est assez intéressant et qui parle d'un mec qui veut créer un jeu, c'est plus qu'un jeu, l'autre qui veut le monétiser, les lois, la législation qu'ils ont changé, qu'ils voulaient changer, bref. Voilà, ça parle de choses de la création du jeu vidéo, de la technologie de manière générale, qui sont sympas, mais honnêtement, je trouve que le mélange de toutes les intrigues, entre l'intrigue Star Trek, l'intrigue des flashbacks, l'intrigue en entreprise, c'est trop long, ça méritait pas de durer 1h30. Ça m'emmerde. Je suis désolé de le dire, hein, moi c'est le genre d'intrigue qui m'emmerde, c'est le genre d'épisode qui m'emmerde. J'étais pas investi dans les enjeux, dans les personnages, dans l'enquête, parce que j'ai pas trop aimé l'épisode de base. Enfin, il est sympa, mais sans plus, et là, une suite à ça d'1h30. Je comprends les magouilles sur le symbolisme, je comprends un peu la fin qui est existentielle et un peu triste et tout, et je comprends que des gens puissent adorer cet épisode-là. Pour moi, ça fait un peu Reddit, pour moi, ça m'a beaucoup moins intéressé, mais c'est tout à fait ok si des gens adorent, et je peux comprendre pourquoi les gens vont adorer, mais malheureusement, c'était pas mon cas, et j'ai été un peu déçu. Pour vous donner mon classement des épisodes, vous avez du coup USS Callister qui est d'après moi le moins bon des épisodes, enfin la suite du USS Callister. Ensuite l'épisode 3, voilà, sympathique mais sans plus, je vais l'oublier. Ensuite on a celui-ci avec Paul Giamatti qui était mélancolique, mignon, simple, efficace, voilà, sans plus. Puis ces deux-là, ils sont interchangeables. On a l'épisode 2 et l'épisode du coup 4. Voilà, pour moi c'est un peu la même qualité. C'est pas des grands épisodes et du coup le meilleur c'est le premier, qui est pas non plus un grand épisode je trouve, mais c'est le meilleur et c'est pour moi, on va dire, la qualité minimum que devrait avoir Black Mirror. Tous les épisodes devraient au moins être de cette qualité-là ou pas le bon, ou au moins de celle-ci, au moins. Mais il n'y en a pas eu assez, on va dire 3 sur 6 qui sont vraiment sympas, plus un qui est un peu plus meilleur on va dire, mais quand même vraiment déçu de cette saison qui d'après moi n'a pas envoyé les meilleurs épisodes possibles. Mettez-moi du coup dans les commentaires ce que vous avez pensé de tous ces épisodes, êtes-vous d'accord ou pas avec moi, j'ai envie d'avoir votre avis, mettez-moi aussi votre classement de tous ces épisodes. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres, tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits, foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu comme des TikTok, des Reels ou encore des lives, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.